À l'époque, on le considérait comme le pire écrasement de l'histoire de l'aviation commerciale. C'était une scène apocalyptique. En 1974, plus de 300 personnes sont mortes lorsque leur avion est littéralement tombé du ciel. There's barely anything left here that's recognizable as being a part of an aircraft. On ne pouvait poser le pied nulle part sans avoir peur de fouler les restes d'un être humain. Étrangement, l'explication du désastre a atterri à des milliers de kilomètres de là, dans la ville de Windsor, en Ontario. Un jour, cette preuve inusitée va raconter l'histoire d'un écrasement qui aurait pu être évité. Le 12 juin 1972, un nouvel appareil de la flotte d'American Airlines est arrêté sur une piste de l'aéroport de Détroit, dans le Michigan. Page? Un DC-10 flambant neuf accueille les passagers du vol 96 avant le décollage. Le commandant Bryce McCormick et son copilote Paige Whitney sont à bord de l'avion depuis plusieurs heures. Parti de Los Angeles, le DC-10 fait escale à Détroit avant de continuer jusqu'à Buffalo. All right, sir. McCormick pilote l'avion depuis son décollage de la Californie et Whitney doit prendre la relève jusqu'à la prochaine escale. Les deux hommes veulent passer le maximum de temps aux commandes car aucun d'eux n'a volé plus de 75 heures à bord d'un DC-10. C'est le cas de la plupart des pilotes, puisque ces appareils sont encore rares dans l'aviation commerciale. En 1972, le DC-10 vient d'être mis en circulation. À l'époque, c'est le dernier cri des avions de passagers. Sa silhouette et sa taille le distinguent des autres avions de ligne. Ce n'est pas étonnant, la société McDonnell Douglas a consacré plus d'1 milliard de dollars à sa conception. À la fin des années 60, McDonnell Douglas, Boeing et Lockheed se disputaient l'honneur de sortir le premier gros porteur sur le marché. McDonnell Douglas s'est donc empressé de mettre le DC-10 en production le plus rapidement possible. La société ne pouvait se permettre le moindre retard causé par des problèmes de conception. Le transporteur American Airlines est l'un des premiers à se procurer quelques-uns de ces avions. Les passagers du vol 96 voyagent à bord du 5e DC-10 sorti de la chaîne de production. Cydia Smith vient de recevoir la formation nécessaire pour en devenir l'agente de bord en chef. J'étais très excitée, non seulement de voler à bord d'un des premiers gros porteurs de l'industrie, mais aussi parce que j'allais diriger le personnel de cabine d'un gros avion de ligne. J'en rêvais depuis longtemps. Okay, you got it? Okay. Hand on the wheel. I got you. V1, rotate. Peu après 19 heures, le vol 96 décolle de l'aéroport de Détroit. Quelques minutes après le décollage, l'avion est déjà à 3500 mètres d'altitude et il survole la ville de Windsor, en Ontario. J'étais assise. Et comme le commandant avait éteint la consigne lumineuse de bouclage de ceinture, je me suis levée pour me rendre à l'office. L'avion grimpait encore, alors j'ai dû descendre la pente pour aller préparer du café.
Je venais d'appuyer sur le bouton lorsque l'incident est survenu. Je me souviens d'être tombée. L'avion tanguait, mais soudain, il a basculé de ce côté. Les portières des compartiments à bagages se sont ouvertes et des objets ont volé hors des poches des passagers. Je me suis dit, Seigneur! J'avais l'impression de vivre le dernier jour de mon existence. Dans le poste de pilotage, l'équipage technique tente de reprendre le contrôle de l'appareil. Les manettes de poussée des 3 moteurs ne fonctionnent plus et l'énorme avion a perdu presque toute sa puissance motrice. Il se met à ralentir. L'avion a tout de suite perdu de l'altitude. Et puis, une des pièces endommagées m'a frappé en plein visage. Mon mari essayait désespérément de trouver une agente de bord parce qu'il fallait que je presse un linge sur mon visage pour arrêter le saignement. McCormick reprend le contrôle de l'appareil. Avec l'aide du copilote, il stabilise le DC-10. Mais l'avion est sévèrement endommagé. Have we got hydraulics? No, I've got full rudder here. La gouverne de direction de la queue qui contrôle la trajectoire de l'avion est bloquée à droite, ce qui contraint le DC-10 à virer dans cette direction. Tandis que le commandant lutte pour ramener son avion endommagé à Détroit, l'agente de bord Cydia Smith est épouvantée de voir un trou béant dans le plancher de la cabine. Les passagers me demandaient ce qu'ils devaient faire et je ne savais pas quoi leur dire. Cydia Smith a pu faire le décompte des passagers, mais sa collègue Sandra McConnell manque à l'appel. Sandra! Can you hear me? Sandra, where are you? J'ai fini par la voir sortir d'une des toilettes. Sandra doit franchir le trou béant pour rejoindre le reste des passagers. À chaque fois qu'elle avançait d'un pas, un autre bout de plancher s'affaissait. L'équipage parvient à réactiver les moteurs placés sous les ailes, mais le 3e moteur juché sur la queue de l'avion ne répond pas. Center, this is American Airlines Flight 96. We got an emergency. American 96, roger. Type of emergency? We've got a jammed rudder. We need to get down and make an approach. Avec un moteur et un gouvernail en panne, le commandant doit aussi maîtriser les gouvernes de profondeur fixées sur la queue de l'avion. Ces gouvernes lui permettent de faire grimper ou descendre l'énorme appareil. Elles répondent mollement, mais elles sont utilisables. La situation n'est donc pas désespérée. I think it's going to fly. American 96, turn further right. Heading will be 200. Avec un contrôle partiel des gouvernes de profondeur et un gouvernail bloqué à droite, le commandant McCormick compte sur ses moteurs pour faire virer le DC-10. En augmentant la poussée d'un côté de l'avion, il pourra changer de direction, quoique fort lentement. I have no rudder control whatsoever. So our turns are going to have to be very slow and cautious. Tous les passagers s'éloignent au maximum de l'arrière du DC-10. Heureusement, l'équipage de cabine n'a qu'une seule blessure à déplorer, la coupure au visage de Loretta Kaminski. Captain! There's a hole in the back of the plane! A hole. Yes, sir! What do you want us to do? Get
everyone ready for an emergency landing. Le DC-10 du commandant McCormick est sérieusement endommagé et la vie de tous ses occupants dépend maintenant de sa capacité à faire atterrir un avion qui peut à peine voler. Moins d'une demi-heure après le décollage, en piteux état, l'appareil retourne à l'aéroport de Détroit. Les quelques minutes du voyage de retour ont été les plus longues minutes de toute mon existence. Tous les occupants de la cabine étaient persuadés qu'ils ne s'en sortiraient pas vivants. Le commandant McCormick doit augmenter la puissance motrice pour relever le nez de l'avion avant l'atterrissage. L'appareil dérive encore rapidement vers la droite. I have no rudder to straighten it out when it hits. Le DC-10 et ses 67 occupants se dirigent vers la piste d'atterrissage à une vitesse de près de 300 km/h. Mais l'atterrissage a été le moment le plus terrifiant. Après avoir touché le sol, l'appareil vire brusquement à droite. Lorsque l'avion a atterri, j'ai eu l'impression qu'il a roulé éternellement sur la piste. Un des trains d'atterrissage glisse hors de la piste et dérape sur le gazon. Malgré cet atterrissage infernal, l'avion parvient à s'arrêter à 300 mètres de l'extrémité de la piste. Okay. Engines off at your discretion. Shut him down. Toutes les femmes voulaient l'embrasser. Il a été extraordinaire. À ce moment-là, on a tous compris qu'on était encore vivants grâce à lui. Il nous avait littéralement sauvé la vie. Il y a de bons et de mauvais pilotes, mais une telle prouesse transcende ces termes. Il a fait preuve d'une habileté sans pareille. Il a dû utiliser tous ses instincts de pilote et toutes ses facultés pour demeurer calme et évaluer la situation. Puisque l'avion est en sécurité sur la piste, l'équipage a enfin l'occasion d'inspecter les dommages. Le commandant et moi avons supervisé l'évacuation des passagers. Puis nous avons marché vers l'arrière de l'appareil. En regardant l'air, nous avons vu cet énorme trou. C'était très étrange. Rien ne permet de croire que l'avion ait heurté un obstacle comme les pilotes l'ont d'abord cru. Comment un avion de ligne a-t-il pu écoper de dommages aussi importants? Le trou était si énorme que si les sièges adjacents avaient été occupés, les passagers auraient été aspirés à l'extérieur. À ce moment-là, on considérait encore l'hypothèse d'un attentat. Mais même si l'incident est survenu très soudainement, on ne découvre aucune trace de bombe dans l'appareil endommagé. Les enquêteurs commencent leur travail et découvrent que certaines parties du DC-10 n'ont pas atterri à l'aéroport de Détroit. Un étrange indice est tombé de l'autre côté de la frontière, dans la ville de Windsor, en Ontario. Un cercueil entreposé dans la soute à bagages du vol 96 d'American Airlines est découvert à 30 km de l'aéroport de Détroit, près de Windsor, en Ontario. Les enquêteurs y trouvent aussi la porte de fret arrière du DC-10. Les portes ne sont pas censées se détacher d'un avion. En fait, puisqu'il s'agissait d'un appareil flambant neuf, une telle chose n'aurait jamais dû se produire. En examinant la soute à bagages de l'avion, l'équipe d'enquête comprend que le design de la porte rend le nouvel appareil vulnérable.
La plupart des portes d'avion de ligne s'ouvrent vers l'intérieur. Ces portes sont même un peu plus grosses que l'encadrement. Lorsque la pression de l'air s'élève dans un avion à réaction, ces portes à emboîtement sont aspirées dans leur cadre. Ce type de design produit un appareil très sécuritaire. Mais la société McDonnell Douglas a opté pour des portes de fret s'ouvrant vers l'extérieur, dans le but d'augmenter la surface de stockage du DC-10. Après leur fermeture, des crochets fixés à la porte de l'avion agrippent la barre de métal des dormantes portes. Puis, par mesure de sécurité, les bagagistes rabaissent un levier qui pousse des goupilles de verrouillage à travers les crochets pour les maintenir en place. En inspectant la soute à bagages de l'avion, les enquêteurs ne découvrent aucun défaut de construction près de la porte arrachée. Mais en examinant les verrous de la porte de fret, ils réalisent que les crochets ne sont pas complètement enclenchés et que les goupilles qui doivent assurer le verrouillage de la porte ne sont pas en position verrouillée. En interrogeant le bagagiste qui avait fermé la porte de l'extérieur, j'ai tout de suite compris qu'il n'avait pas eu la tâche facile. En fait, il avait dû utiliser son genou pour forcer la porte en position. Puis, les enquêteurs font une découverte terrifiante. Il est possible de baisser le levier fixé à l'extérieur de la porte, même si les crochets et les goupilles de verrouillage ne sont pas en position fermée. L'accident de Windsor a prouvé qu'on pouvait pousser le levier pour abaisser la porte afin que la poignée s'encastre correctement, même si les goupilles de verrouillage n'étaient pas en position fermée. Cela signifie que les bagagistes peuvent s'imaginer que la porte est fermée alors qu'elle ne l'est pas. Le levier extérieur peut donc être poussé sans que la porte ne soit bien verrouillée, et l'équipage de l'avion n'en sera même pas conscient. Les goupilles de verrouillage éteindront le voyant d'alerte, même si elles sont mal enclenchées. La nouvelle porte était donc une véritable bombe à retardement. Pendant qu'un avion de ligne à réaction prend de l'altitude, les différences de pression entre l'intérieur et l'extérieur de l'appareil s'accentuent progressivement. Si une porte est mal fermée, elle va sauter avec une force explosive. Les problèmes du vol 96 d'American Airlines ont commencé lorsque l'avion a pris 3500 mètres d'altitude. La porte de fret a explosé et le cercueil entreposé dans la soute à bagages a été aspiré hors de l'avion. Dès que la pression de l'air emprisonné à bord du DC-10 est relâchée, tout ce qui n'est pas solidement attaché est attiré vers l'extérieur. C'est une expérience surprenante. Tout l'air emmagasiné dans cette enceinte sous pression cherche à en sortir au même instant. Plus l'avion est gros, plus l'air ambiant est violemment expulsé durant une brève période de temps. Mais la décompression explosive n'empêche pas un avion de voler. Pourquoi le commandant McCormick a-t-il eu tant de mal à manœuvrer le sien? Les enquêteurs examinent l'arrière de la cabine du DC-10 de plus près et apprennent que le design de l'appareil le rend extrêmement vulnérable. Lorsque la porte de fret a été arrachée, le plancher de la cabine a subi tant de pression qu'il s'est affaissé dans la soute à bagages de l'étage inférieur. Au cours de l'affaissement, le plancher a arraché certains des systèmes de contrôle essentiels de l'avion. En s'écroulant, le plancher a emporté les câbles qui contrôlaient le deuxième moteur et il a endommagé la plupart des câbles reliés aux gouvernes arrière. I think it's going to fly! Mais Bryce McCormick conserve suffisamment de maniabilité pour voler à l'horizontale. L'incroyable habileté de pilote du commandant McCormick a sauvé la vie de tous les voyageurs du vol 96. Ce qui n'efface nullement la défaillance d'un des avions à réaction les plus modernes et les plus coûteux de toute l'aviation commerciale de l'Amérique du Nord.
L'incident de Windsor soulignait un défaut flagrant. C'est ce que le NTSB a dit. Regardez, le danger est là. On peut fermer cette porte sans que les verrous ne soient complètement enclenchés. Il faut que tous les pilotes de DC-10 soient au courant de cette faille. Chuck Miller était le chef du bureau de la sécurité aérienne du NTSB. C'est lui qui doit signaler les défaillances du nouveau DC-10 et y proposer des solutions. Chuck Miller veut perfectionner le DC-10. Il en fait un point d'honneur. De son côté, la société McDonnell Douglas est anéantie par la quasi-catastrophe aérienne survenue au-dessus de Windsor. Son jouet d'1 milliard de dollars a failli dégringoler du ciel. Et si la série noire continue, la société elle-même risque de sombrer. Nous sommes le 3 mars 1974 à Paris par une magnifique journée de printemps. Voilà près de 2 ans que le DC-10 d'American Airlines a frôlé l'écrasement en Ontario. À cette époque, plus de 50 de ces nouveaux avions sillonnent le ciel partout dans le monde. Le 29e DC-10 fait partie de la flotte de Turkish Airlines. En temps normal, la dernière escale du vol qui relie la Turquie à l'Angleterre accueille peu de passagers. Mais aujourd'hui, le DC-10 est plein à craquer. Des voyageurs épuisés s'emparent de tous les sièges vacants. La grève d'une ligne aérienne britannique les contraint à rentrer à Londres par n'importe quel vol disponible. Wendy Wheel est l'un de ces voyageurs de dernière minute. Le jeune mannequin a terminé une séance de photos à Madrid et elle veut rentrer chez elle. On était mariés depuis environ 18 mois et on songeait à avoir un bébé. Je crois qu'elle avait du succès comme mannequin, non seulement parce qu'elle était très jolie et douée pour ce métier, mais aussi parce que les photographes l'aimaient bien. Elle était agréable d'approche et peu compliquée. À cause de l'embarquement des nouveaux passagers, le vol a pris du retard et les membres de l'équipage technique ne sont pas les seuls à attendre. À l'arrière de l'avion, le bagagiste Mohamed Mahmoudi est perplexe. Devant le nombre record de passagers, il se demande s'il a bien chargé tous les bagages dans la soute. C'est tout? Vous êtes fini? Bien, j'ai l'affaire. Convaincu d'avoir terminé sa tâche, le bagagiste verrouille la porte de fret arrière. Le DC-10 est prêt à décoller. Cet après-midi-là, peu après 12h30, le vol 981 de Turkish Airlines s'élève au-dessus de Paris. Londres est à moins d'1 heure de vol. Race control, this is Tango Hotel Yankee 981. We're at 60. Requesting clearance to flight level 230. Tango Hotel Yankee 981, you are cleared to flight level 230. 981, roger. Tandis qu'il s'éloigne de l'aéroport, le DC-10 prend progressivement de l'altitude. « 2700 mètres, 3000 mètres, 3300 mètres. L'énorme avion à réaction frémit, puis vire sur l'aile gauche.
cabin blew out! Are you sure? 16 secondes après le début de la crise, les pilotes luttent désespérément pour sauver l'avion. Le DC-10 pique du nez et accélère rapidement. Bring it up! Put our nose up! I can't bring it up! She doesn't respond! Les passagers assis à l'arrière assistent à un spectacle terrifiant. 2 rangées de sièges ont carrément disparu. Et par l'énorme trou du plancher, les survivants contemplent le ciel de Paris. 7,000 feet! Hydraulics! We've lost it! L'équipage découvre qu'il n'a aucune énergie hydraulique pour contrôler l'appareil. Sans elle, ils ne pourront manœuvrer ni la gouverne de direction ni les gouvernes de profondeur. Même s'il est privé de ses systèmes hydrauliques, l'avion se redresse graduellement. Mais il est trop tard. It looks like we're going to hit the ground! Speed! Le DC-10 vole encore à une vitesse de près de 800 km/h. Le vol 981 n'a même pas atteint la Manche. 9 minutes après le décollage, l'avion de Turkish Airlines est le théâtre du pire écrasement de l'histoire de l'aviation commerciale. À Londres, on annonce que le vol a pris du retard. Puis les nouvelles de l'écrasement sont diffusées. Je suis allé au guichet pour leur demander ce qui se passait. Et la réaction de l'homme debout derrière le comptoir m'a tout de suite fait craindre le pire. There's barely anything left here that's recognizable as being a part of an aircraft. Puis j'ai regardé la télévision et j'ai songé, j'espère qu'elle est morte. Parce que le carnage de la forêt de Senlis me rappelait les tranchées des films de la Première Guerre mondiale. Le DC-10 se désintègre au moment de l'impact. Il transportait 346 personnes. Il n'y a aucun survivant. C'était une scène apocalyptique. Les débris, des articles personnels, des bouts de câblage électrique, des restes humains couvraient le sol. On ne pouvait poser le pied nulle part sans avoir peur de fouler les restes d'un être humain. J'en fais encore des cauchemars, même après 33 ans. En second lieu, les enquêteurs sont conduits à un champ situé à 15 km du lieu de l'écrasement. Ils y trouvent un morceau du fuselage et 2 rangées de sièges provenant du DC-10 accidenté. Étrangement, ils sont tombés de l'avion avant qu'il ne s'écrase dans la forêt. Lorsque les enquêteurs arrivent sur les lieux, les corps des passagers bouclés dans ces sièges ont déjà été emportés. Mais ces débris vont aiguiller l'enquête dans une direction pour le moins troublante. Puisque l'écrasement du vol 981 de Turkish Airlines impliquait un avion de fabrication américaine, l'expert du NTSB Chuck Miller participe à l'enquête. Pour la 2e fois en 2 ans, il va examiner la carcasse d'un DC-10. À mon avis, Chuck Miller devait fort probablement croire qu'on avait corrigé le problème après l'accident de Windsor. L'équipe d'enquête réalise rapidement que le morceau de fuselage retrouvé en France est la porte de fret arrière du DC-10. C'est une répétition flagrante de l'accident de Windsor. Chuck Miller est estomaqué. Pourquoi n'avait-on pas réglé le problème? En voyant la porte, il a tout de suite compris que le design n'avait pas été modifié. Et je crois qu'il a ressenti une immense colère. Miller pose un geste inhabituel. Même si l'enquête en est à ses débuts, il donne un tuyau important au journaliste Paul Eddy.
Je lui ai demandé, savez-vous comment cette porte a pu se détacher de l'avion? Il m'a répondu, oui, à votre place, j'irai enquêter à Windsor, en Ontario. Hello. I'm Chuck Miller. Miller partage ses soupçons avec les enquêteurs de l'équipe française. Could you please pass these around? These were taken on June 12th, 1972, right after the incident. Now, we had an American Airlines flight from Detroit to Buffalo have its cargo door blow off. Durant la longue enquête déclenchée par l'accident du vol 96 d'American Airlines, un élément crucial a-t-il été négligé? Et l'énorme gros porteur de la société McDonnell Douglas souffrirait-il d'un second vice de fabrication? Après le rapport de Chuck Miller, les enquêteurs français examinent la porte de fret de plus près. Et ils font une découverte scandaleuse. Le problème n'a rien de nouveau, car l'accident du vol 96 s'est simplement répété de façon meurtrière. Les crochets de sécurité conçus pour bloquer la porte de fret ne sont pas verrouillés. Et comme 2 rangées de sièges ont été aspirées hors du DC-10 au-dessus de Paris, il est évident que le plancher de l'avion s'est affaissé, comme il l'avait fait au-dessus de Windsor. It looks like we're going to hit the ground! I can't bring it up! Doesn't it go? En fait, lorsque les enquêteurs écoutent les conversations du poste de pilotage, ils comprennent que les pilotes turcs étaient encore moins en contrôle de leur appareil que l'équipage technique du vol 96 d'American Airlines. We need to get down and make an approach. I think it's going to fly. À Windsor, le commandant McCormick avait pu redresser son avion et le faire atterrir en douceur. Mais 2 ans plus tard à Paris, tous les systèmes hydrauliques ont été détruits au cours de l'accident. We've lost it! Le fluide hydraulique permet aux pilotes de manœuvrer la gouverne de direction et les gouvernes de profondeur de la queue. Sans lui, l'équipage n'avait aucune chance de sauver l'avion du désastre. Le problème fondamental, c'est que le vol 981 transportait 5 fois plus de passagers. En s'affaissant, le plancher de l'avion a donc exercé une énorme pression qui a littéralement arraché tous les câbles et les systèmes de contrôle installés à l'arrière. Il nous fallait découvrir pourquoi le design de la porte n'avait pas été modifié. Pourquoi une société importante, respectée dans l'industrie, avait-elle délibérément omis de rectifier son erreur? Moins d'1 mois après la quasi-catastrophe aérienne de Windsor, le NTSB avait fait 2 recommandations formelles. Chuck Miller et son équipe avaient suggéré des modifications au mécanisme de verrouillage de la porte de fret. Engage the lever. Ils voulaient s'assurer que les bagagistes soient incapables de pousser le levier extérieur sans que les goupilles de verrouillage ne soient bien enclenchées. Ils avaient également suggéré l'ajout des vents d'aération dans les planchers de tous les DC-10. De cette façon, la cabine pressurisée pourrait s'équilibrer et le plancher demeurerait en place. Mais au cours des 2 ans qui ont suivi le premier accident, aucune des 2 recommandations n'a été exécutée. Aux États-Unis, la sécurité aérienne est confrontée à un problème important depuis très longtemps. Le rôle du NTSB est de découvrir les raisons d'un accident et de soumettre des recommandations pour prévenir d'autres accidents du même genre. Mais il ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel. Le problème est que les représentants du NTSB doivent s'adresser à la FAA et lui dire « Nous voulons que ces recommandations soient exécutées ». Si la FAA émet une directive de navigabilité, les avions concernés sont interdits de vol jusqu'à ce que les réparations aient été effectuées.
Malgré la gravité du vice de fabrication du DC-10, aucune directive de navigabilité n'a jamais été transmise. À l'époque, un simple engagement d'honneur entre les dirigeants de la FAA et de la société McDonnell Douglas avait remplacé la directive. L'engagement d'honneur est la cause profonde de l'écrasement de Paris. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Si la directive de navigabilité avait été émise comme elle aurait dû l'être après Windsor, la catastrophe de Turkish Airlines aurait été évitée. Cet accident n'aurait jamais dû avoir lieu. La société McDonnell Douglas a assuré la FAA qu'elle réglerait volontairement le problème, car une directive de navigabilité aurait entaché la réputation du nouveau DC-10. Ils craignaient surtout que le public ou une des lignes aériennes susceptibles d'exploiter leurs avions se disent « cet oiseau-là a des vices cachés ». La communication d'une directive de navigabilité, surtout lorsqu'elle vous contraint à refaire vos plans et à réviser votre appareil, est le pire cauchemar d'un fabricant. McDonnell Douglas avait tout de même modifié sa porte de fret. Un Judas avait été installé au bas de la porte afin que les bagagistes puissent vérifier l'enclenchement des goupilles de verrouillage. De plus, plusieurs panneaux d'avertissement avaient été fixés aux portes de fret. Et la société avait effectué d'autres réparations. Elle avait fait augmenter la longueur des goupilles de verrouillage et fixé une plaque sur la face intérieure des portes. Cette plaque devait empêcher le bagagiste de pousser le levier tant que la porte ne serait pas correctement fermée. Mais chacune de ces soi-disant solutions entraîne de nouveaux problèmes. De nombreux bagagistes ignorent la fonction du nouveau Judas. À l'aéroport de Paris, le bagagiste du vol 981 pouvait lire et parler 3 langues, mais pas l'anglais. Et les panneaux étaient tous rédigés dans cette langue. La plaque de support qui devait assurer la sécurité du mécanisme n'avait jamais été fixée à la porte de fret du vol 981. Encore une fois, aucun inspecteur indépendant de la FAA n'est venu vérifier chaque avion avant d'y apposer son sceau, parce qu'aucune directive de navigabilité n'avait été transmise. Au cours des années qui suivent la catastrophe aérienne de Turkish Airlines, un nombre incroyable de poursuites sera engagé en Californie. Dans quelques instants, la fin tragique du DC-10 nous réserve une dernière surprise. En 1974, un nombre sans précédent de poursuites judiciaires sont intentées contre la société McDonnell Douglas. Les familles des passagers morts dans la forêt de Senlis, près de Paris, cherchent des responsables. Au fil du temps, j'apprenais de plus en plus de détails au sujet de l'écrasement. J'ai fini par comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un accident au sens strict du terme, mais d'une catastrophe évitable. J'ai donc voulu démasquer les coupables. Au cours des semaines précédant le procès, les avocats impliqués dans la poursuite ont accès à toute l'histoire du développement du DC-10. Et ils ne sont pas les seuls. Le journaliste Paul Eddy épluche fébrilement les mêmes dossiers. Nous voulions absolument mettre la main sur ces documents et ces témoignages. Heureusement, quelqu'un nous a fait parvenir la clé du dépôt d'archives, et nous y allions la nuit. Il y avait une énorme pile de documents accumulés, et il nous a fallu en lire une bonne partie avant de découvrir le fin mot de l'histoire. Après avoir consulté une tonne de documents, Paul Eddy fait une découverte renversante. Il s'agit d'un mémo écrit par Don Applegate, le directeur de l'analyse de produits de Convair, la société chargée de fabriquer la porte de fret pour McDonnell Douglas. On a su qu'on les tenait après avoir mis la main sur le mémo de Don Applegate qui leur signalait l'apparition certaine de problèmes de ce genre. Le mémo représente une charge terrible contre les portes de fret manufacturées pour le DC-10, ainsi que l'absence des vents au niveau du plancher des cabines. Il prévient McDonnell Douglas que tôt ou tard, les portes de fret causeront une catastrophe importante. L'avion a démontré une prédisposition inhérente
aux défaillances catastrophiques en cas de décompression explosive de la soute à bagages. Le mémo, écrit quelques semaines avant la quasi-catastrophe de Windsor en Ontario, recommandait la modification immédiate du design des portes du DC-10. On les tenait, car on savait qu'ils avaient toujours été au courant. Au cours du procès, la partie poursuivante fait une autre découverte. Certes, McDonnell Douglas était au courant des problèmes du DC-10 après l'accident de Windsor, mais il en était également conscient durant le processus de développement de l'appareil. 4 ans avant l'écrasement de Paris, 2 ans avant l'accident de Windsor, la même porte de fret avait raté une épreuve de pression. La société savait qu'il y avait un problème, mais elle n'a pas modifié le design de sa porte. J'avais du mal à croire qu'une grande société, McDonnell Douglas à l'époque, puisse faire une telle chose, qu'elle soit prête à risquer la vie de gens ordinaires pour une question d'argent. On parle carrément de la technologie de la pierre tombale. L'industrie de l'aviation a toujours tenu compte de l'argent investi. Et malheureusement, il est vrai que trop souvent, on attend que trop de gens soient morts avant de dire « En fait, il va falloir dépenser l'argent nécessaire pour régler ce problème-là. » Le mémo de Don Applegate, appuyé par d'autres informations dévoilées durant le procès, mène à l'un des plus importants règlements de l'histoire de l'aviation. La société McDonnell Douglas doit verser plus de 80 millions de dollars aux familles des victimes. Après l'écrasement de Paris, des modifications infaillibles sont enfin apportées aux portes de fret des DC-10. Cette fois, rien n'est laissé au hasard. La FAA transmet une directive de navigabilité inflexible. Les portes du DC-10 ne s'ouvriront plus jamais en plein vol. Et cette directive donne des résultats. Après l'accident de Paris, il n'y aura plus jamais d'incident grave impliquant les portes de fret d'un DC-10. Mais les antécédents de l'avion et le caractère très concurrentiel de l'industrie ont un impact important sur son avenir. McDonnell Douglas a vendu bien moins de DC-10 commerciaux qu'elle ne l'escomptait avant la mise en marché de l'appareil. La plupart des pilotes qui ont volé sur le DC-10 au fil des ans aiment bien cet avion. Il est probablement un peu plus lourdeau que le 747, ses commandes de vol sont moins maniables, mais c'est quand même un bel oiseau. Néanmoins, l'appareil et son concepteur resteront à jamais associés à l'horrible écrasement de Paris. En définitive, la société McDonnell Douglas elle-même disparaît après avoir été rachetée par Boeing en 1996. Dans la forêt de Senlis, on a érigé un monument en mémoire des morts du vol 981. C'est un rappel éternel d'un des accidents les plus troublants de l'histoire de l'aviation. On n'oublie jamais. J'ai poursuivi ma vie pendant une bonne trentaine d'années, mais je ne l'ai pas oublié. Aujourd'hui encore, les gens considèrent sa mort comme un accident. Mais c'est faux.